Je remercie Alexandre et les organisateurs du colloque de nous donner l'occasion de nous interroger sur l'intelligence artificielle appliquée à la création littéraire. En vue de la discussion prévue le 4 juin, je vais donc présenter ici quelques réflexions sur cette question de l'IA écrivain, une expression que je mets bien sûr entre guillemets, mais qui vient aujourd'hui s'ajouter à celle beaucoup plus ancienne de machines écrivantes, d'automates écrivains, expressions qui ont plusieurs siècles, de littérature générée depuis le début des années 60, de littéraciel aussi à partir des années 80. Je ne détaille pas davantage cette longue généalogie bien connue depuis le livre Machines à écrire d'Isabelle Krikowski en 2010. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à cette histoire de la génération automatique de littérature, une étape supplémentaire vient d'être franchie depuis quelques années à la faveur de l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, de l'essor des architectures informatiques en réseau de neurones, du développement des moteurs sémantiques, du deep learning, des big data, etc. Cela dit, l'écrivain IA ou l'IA écrivain, c'est d'abord un personnage ou un être de fiction. Je rappelle qu'en 2003, Philippe Vasset, dans son roman exemplaire de démonstration, imaginait le script generator, un logiciel rédacteur de best-sellers paramétrable par l'éditeur en fonction d'un public cible. En 2016, avec Ada, Anaïs Guillet a prévu d'en parler, Antoine Bello imaginait à son tour une intelligence artificielle spécialisée dans le roman sentimental. Mais il se trouve, comme vous le savez, que ces fictions de robots écrivains sont de moins en moins improbables, puisque en 2016 encore, un roman coécrit par une intelligence artificielle programmée par des chercheurs de l'université d'Hakodate s'est retrouvé dans la sélection finale d'un Grand Prix littéraire japonais. Et puis, en 2018, les éditions Jean Boîte ont publié One the Road, le premier roman écrit par une voiture, ou plus exactement une IA embarquée dans une Cadillac, le temps d'un road trip entre New York et la Nouvelle-Orléans. Le titre était bien sûr un hommage à On the Road de Kerouac. L'IA était connectée à une caméra vidéo, un microphone, un GPS, non sans avoir été préalablement inscrite par deep learning des grands classiques de la littérature, et elle a chroniqué le voyage, tandis que le concepteur du dispositif, l'artiste et programmeur Ross Goodwin, conduisait lui-même la voiture. Et puis, plus récemment, on a pu découvrir les productions littéraires, poétiques, fictionnelles de l'intelligence artificielle développée par la société OpenAI d'Elon Musk, GPT-3, donc cette intelligence artificielle. Alors, le premier problème posé par cette littérature produite par IA, c'est bien sûr celui de son acceptabilité aux yeux de la doxa littéraire. Et je vais dans un premier temps réfléchir aux raisons qui permettent d'expliquer notre réticence intuitive à l'idée d'une littérature artificielle, voire post-humaine, une littérature que nous sommes tentés spontanément toujours d'opposer à une littérature proprement humaine au nom d'un certain imaginaire de la littérature. Mais dans un deuxième temps, je voudrais montrer que la question n'est peut-être pas de savoir ce qui opposerait une littérature artificielle à une littérature humaine. Et pour ça, je vais revenir sur les a priori, les impensés de cette doxa littéraire pour montrer qu'ils nous font manquer les enjeux véritables des tentatives de production littéraire par IA et leur intérêt éventuel. Alors, il est clair que la doxa ou l'idéologie littéraire tient cette littérature produite par IA au mieux pour expérimentale, c'est une manière de la laisser de côté, ou ne voit dans les dispositifs concernés que technophilie post-adolescente, inoffensive et ludique, ou s'effraie au contraire de leur tendance prométhéenne. C'est que
l'idée de confier la création ou la production littéraire à une IA se heurte en fait à un interdit plus ancien et beaucoup plus large en littérature, c'est l'interdit de la délégation d'exécution, le faire-faire, hein, ce que j'appellerais la factitivité en empruntant le terme à la linguistique. Si le faire-faire est courant en art, la factitivité littéraire, donc le faire écrire, apparaît difficilement compatible avec la légitimité littéraire, avec un imaginaire de la littérature qui, à partir du romantisme, s'est très largement construit par opposition au modèle artisanal puis industriel de la production. C'est un imaginaire, en plus, dans lequel la figure de l'écrivain en génie solitaire, créature incréée, dans lequel l'idéal expressif, la vision charismatique du livre et un certain purisme de l'écriture n'ont peut-être pas fait l'objet de la même remise en question que leurs équivalents artistiques, ce qui fait que, entre parenthèses, l'art contemporain est beaucoup plus familier de l'IA que la littérature contemporaine, mais en littérature, les pratiques éditoriales de sous-traitance rédactionnelle sont d'emblée disqualifiées comme une forme dévoyée de mercenariat de l'écriture, que ces pratiques soient semi-officielles, comme la production à la chaîne des romans à l'eau de rose, calibrés par cahier des charges selon le public cible, ou qu'elles soient moins avouables, à savoir le recours à un nègre et donc, a fortiori, tôt ou tard, le recours à l'IA. Le résultat, quel qu'il soit, est idéologiquement disqualifié par le procédé. Et la sous-traitance, et même dans le cas du recours à l'IA, d'autant plus inadmissible qu'elle semble intégrale. Parce que la particularité d'un dispositif dans lequel l'homme produit l'intelligence artificielle qui produit l'œuvre est qu'elle représente a priori le degré ultime de la factitivité, puisque l'auteur semble déléguer intégralement l'activité de création à une agentivité extérieure. Il n'est plus ici seulement question de co-auctorialité, hein, un auteur élaborant un protocole, une contrainte ou un cahier des charges exécutable par un tiers en vue de produire un texte, comme le propose à l'occasion les Oulipiens, mais il est question plutôt de méta-auctorialité. L'auteur est un auteur d'auteur, writer of writer, comme l'indique la couverture de One the Road à propos de Ross Goodwin, parce que, en tant que concepteur de l'IA, l'auteur élabore tout autant le cahier des charges que l'agent chargé de l'exécuter, puisque le programme informatique, comme on le sait, est à la fois la somme des règles, des contraintes innombrables, infiniment complexes pour le profane, qui sont traduites sous forme de lignes de code, mais c'est aussi l'automate qui, en s'exécutant, va produire le texte. Et la conséquence, c'est que cette forme de sous-traitance intégrale apparaît aussi presque contradictoirement comme le degré ultime du démiurgisme, puisque l'agent externe sollicité n'est autre que la propre créature de l'auteur, censément dotée par lui de tous ses pouvoirs. Et ça, c'est un démiurgisme qui laisse sceptique ou alors qui inquiète, voire qui terrifie. L'autre particularité de ces IA écrivains, c'est qu'elles semblent, toujours aux yeux de la doxa littéraire, devoir choisir entre deux objectifs opposés, pareillement inacceptables aux yeux de cette doxa, soit produire un texte censé passer pour une production humaine, soit au contraire, produire un texte que l'homme lui-même n'aurait manifestement pas pu écrire. Alors, l'IA programmée par les chercheurs d'Hakodate, Ada dans le roman de Bello, dans une moindre mesure le script générateur de Vasset, eh bien, il représente le premier cas de figure. Ce sont trois IA qui ont vocation à produire, plus ou moins clandestinement et d'après modèle, des textes susceptibles de donner le change. Et je parlerai ici d'une factitivité modale, parce que cette factitivité porte sur la manière et non sur le résultat. Le faire, c'est un faire autrement. L'homme délègue ses compétences et des opérations qu'il pourrait assumer lui-même à une informatique simplement ancillaire, fût-elle de pointe. Alors,
L'intérêt scientifique et technologique du dispositif est indiscutable. L'informaticien va s'enchanter d'une IA s'effaçant derrière sa production et réussissant aussi brillamment le test de Turing, hein, qui reste le plus grand défi de la profession. Et puis, de leur côté, les cognitivistes, les cybernéticiens, les linguistes et poéticiens structuralistes pourront se réjouir d'avoir fourni aux programmeurs une modélisation enfin complète de la langue, du discours, des différents genres littéraires. Finalement, c'est le saint graal de leurs spécialités respectives. Une modélisation autorisant désormais la production automatisée d'œuvres enfin crédibles après des décennies de poésie électronique balbutiante ou de pseudo-littérature computationnelle plus ou moins laborieuse. Le défi que représente l'IA, toujours dans ce cas de figure, est lui-même porté par l'intérêt économique, bien sûr, à savoir les gains de productivité et la plus-value correspondante promise par la machine à l'éditeur lassé des états d'âme, des lenteurs, des prétentions financières de ses auteurs traditionnels. C'est une logique aujourd'hui bien attestée dans la presse en ligne, hein, qui recourt de plus en plus à la rédaction algorithmique de communiqués, de bulletins en tout genre. Mais littérairement parlant, les œuvres produites seront donc disqualifiées. Et les intellectuels adorniens, instruits du procédé, s'alarmeront de voir les lecteurs naïfs ou pas trop regardants s'aliéner toujours plus au mirage de l'industrie culturelle triomphante. Et puis, l'humanité tout entière, à terme, s'estimera dépossédée d'une puissance créative dont elle se croyait le détenteur exclusif. C'est le spectre de la singularité, ce moment où les machines atteignent les capacités humaines avant de les dépasser et de prendre à jamais le contrôle. Et ces raisons expliquent que les romans de Vasset et de Bello se présentent comme des dystopies ou peuvent être lus comme tels. Alors, l'autre cas de figure que j'annonçais, c'est quand la finalité de l'IA, écrivain, n'est pas tant d'imiter une production humaine que, alors si tant est qu'on trouve les financements nécessaires, c'est moins sûr, que d'inventer une littérature que l'homme ne pourrait pas produire, ce qui est plus ou moins le cas, j'ai pas le temps de détailler l'analyse, de One the Road. Je parlerai ici d'une factivité ontologique et non plus modale, parce que c'est la nouveauté du résultat escompté qui compte plus que la manière. Faire faire ne vise plus à faire autrement ce que ferait l'humain, mais bien à faire autre chose. Alors en l'occurrence, une littérature tout à fait inédite. Et les concepteurs de l'IA vont alors célébrer l'avènement de cette néo, post ou alter littérature avec, on imagine, la ferveur messianique d'une équipe d'astronomes annonçant la découverte d'une exoplanète habitée. Mais on peut gager que, passé la curiosité de principe ou la perplexité suscitée par l'expérience, le lecteur se désintéressera d'une littérature où finalement il ne se reconnaît plus. Cas de figure intermédiaire, enfin, la production littéraire de l'IA présenterait le juste degré d'insolite, d'étrangeté, susceptible de faire soupçonner l'artifice sans pour autant interdire l'hypothèse d'une production humaine. Le trouble aurait son charme, comme c'est déjà le cas pour certaines images de synthèse conçues, réalisées par des IA, mais là encore, est-ce que la formule pourrait opérer durablement? Je n'en suis pas sûr. Donc, dans cette manière de voir, les productions concernées, qu'elles soient anthropomorphes, tératoïdes ou équivoques, restent de peu d'intérêt et paraissent même suspectes aux yeux de l'orthodoxie littéraire, pour toutes les raisons que je viens de dire. Mais cette manière de voir, précisément, doit être dépassée, et là je passe au second volet de mon exposé. D'abord parce qu'elle repose sur une représentation fausse de l'IA, l'IA comme agentivité auto-apprenante et donc potentiellement séparée de l'humain, émancipée de sa tutelle. Ça, c'est une mythologie publicitaire, obscurantiste, distillée par les promoteurs et les producteurs d'IA eux-mêmes pour lever des fonds sur le marché du capital risque. C'est une mythologie que relaie à sa manière Antoine Bello, dans Ada d'ailleurs, mais dont on ne doit pas se faire les complices involontaires.
hein. Et contrairement à ce que font croire les vendeurs du rêve de l'automation intelligente totale, il y a toujours de l'humain dans la boucle, human in the loop, comme on dit en anglais, de l'humain pour renseigner les bases de données, pour taguer, pour trier les datas en vue du deep learning. Il y a aujourd'hui, à l'autre bout de la planète, des millions d'opérateurs, de travailleurs du clic qui forment ce nouveau prolétariat invisibilisé dont parle Antonio Casilli, par exemple, dans En attendant les robots, enquête sur le travail du clic, un essai paru en 2019. Si bien que l'IA, dans les faits, est très souvent une simulation d'IA, une intelligence artificielle en quelque sorte, sur le modèle du fameux Turc mécanique à la fin du XVIIIe siècle, vous savez, ce faux automate, joueur d'échecs, qui était en fait animé par un humain caché à l'intérieur. Alors, ce caractère simulé de l'IA, donc finalement humain, il n'est pas toujours clandestin, il est même explicitement revendiqué, alors non pas à l'usage du grand public, mais à l'usage des dirigeants d'entreprise par une plateforme comme Amazon Mechanical Turk, par exemple, hein, la bien nommée plateforme de micro-travail lancée en 2005. Et là, je renvoie pour une critique de cette plateforme au roman précisément de Sandra Lucbert, La Toile, en 2017, roman qui commence par un avis au lecteur qui présente le texte qu'il s'apprête à lire comme étant précisément l'œuvre d'un de ces opérateurs sous contrat avec Mechanical Turk, catégorie, je cite, tri de données complexes, spécialité, assemblage de données épistolaires, entre parenthèses, roman. Voilà. L'autre raison qui doit nous conduire à revoir les analyses faites jusqu'ici, c'est qu'elle repose aussi, du côté de l'imaginaire littéraire, cette fois, sur deux a priori qu'il faut remettre en question. C'est pas très difficile. D'une part, une opposition entre octorialité pure et octorialité déléguée, qui ferait qu'il y aurait donc d'un côté des œuvres excluant toute délégation d'exécution et d'autres moins légitimes qui l'impliqueraient, avec pour conséquence une conception fixiste opposant d'un côté une littérature donc humaine, authentique, pure, recevable, produite par un écrivain démiurge, et de l'autre, une littérature artificielle ou post-humaine éminemment suspecte. Cette opposition est en fait aporétique, elle repose elle-même, second a priori qu'il nous faut déconstruire, sur une représentation simpliste de la délégation d'exécution, vue comme une simple relation de sous-traitance entre un donneur d'ordre et un exécutant, à savoir comme le recours à une agentivité autre, extérieure, dissociée, dominée, en l'occurrence une machine intelligente toujours susceptible de devenir menaçante pour l'humain donneur d'ordre, comme dans toute bonne dialectique du maître et de l'esclave. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, hein. Cette opposition entre octorialité pure et octorialité partagée, entre œuvres non déléguées et œuvres déléguées, là je prends un peu de recul, elle a été déconstruite depuis longtemps dans le domaine artistique. On sait que le créateur, même quand il refuse de déléguer, n'est jamais seul maître à bord et que toute œuvre est au moins en partie réalisée par d'autres, à condition d'inclure dans le champ de cette agentivité autre, non seulement les intervenants habituellement sollicités par l'artiste qui délègue, assistants, techniciens, artisans, mais aussi les matières, les énergies, les outils et, entre autres, les artefacts techniques et les machines. Si bien que, à côté de la sous-traitance revendiquée, unilatérale, etc., il existe en art d'autres formes de délégation moins explicites et moins formalisées, plus aléatoires, parfois inconscientes, et ces autres formes ne sont plus des délégations à sens unique. Elles impliquent au contraire une somme d'effets-retours de la délégation sur celui qui délègue et, en fin de compte, parce que le phénomène est potentiellement récursif, un jeu complexe et indémêlable d'interférences croisées entre le créateur et toutes les agentivités qui l'environnent,
en particulier donc les artefacts et objets techniques, aujourd'hui l'IA, agentivité auquel l'artiste s'ajuste, auquel il s'en remet, mais aussi qu'il peut défier, détourner, etc. Alors, il n'est pas difficile de transposer ce changement de perspective à propos de la délégation d'exécution du domaine de l'art à celui de la littérature pour remettre en question l'utilisation, l'utopie idéaliste d'une auctorialité littéraire sans partage et euh, l'interdit pardon, qui frappe la délégation d'écriture. L'écrivain n'est pas seul maître à bord, lui non plus, même quand il proscrit l'externalisation des tâches. Hein. Ça, on le sait depuis longtemps. Je est un autre, comme disait Rimbaud, ou plutôt je est d'autres, comme corrigeait Claude Simon, à savoir que l'écrivain est pris dans le langage qui le parle ou parle déjà avant lui, dans la littérature qui fait son désir d'écrire, dans le champ littéraire et le monde social dont il intériorise les contraintes et les attentes, et, c'est ce qui nous intéresse le plus ici, dans l'environnement technologique dont, depuis des siècles finalement, il assimile les potentialités. Et cette conception élargie de la délégation d'exécution en littérature est alors beaucoup plus apte à rendre compte des enjeux véritables des tentatives de production littéraire par intelligence artificielle et de leur intérêt éventuel. Si on admet le principe des boucles de récursivité entre l'agentivité du sujet humain et l'ensemble des agents forces qui l'environnent, alors et d'autre part le principe connexe d'une incorporation par l'homme des potentialités de ces agents forces sous forme de représentation, de savoir-faire, d'habitus, alors le cas particulier des relations homme-machine et des liens entre subjectivité humaine et technologie pourra s'envisager différemment. Non plus comme un dualisme irréductible, mais au contraire en termes d'interférences à double sens par lesquelles les hommes et les outils se modifient les uns les autres, évoluent de conserve finalement depuis la nuit des temps, ce qui fait que l'homme est engendré par ses propres artefacts techniques et en ce sens, l'humain est déjà un post-humain depuis qu'il a taillé ses premiers silex. Et pour nous aider à dépasser en particulier le dualisme entre subjectivité humaine et intelligence artificielle en matière de création littéraire, je pense que les travaux de l'américaine Catherine Hayes, après ceux de Gilbert Simondon, de Bernard Stiegler, sont particulièrement éclairants. Alors, Hayes ne parle pas d'IA écrivain, mais dès ses premiers ouvrages, elle a souligné le partenariat dynamique entre humains et machines intelligentes. Elle a réfléchi de manière spécifique aux effets du numérique sur le discours et la narrativité. Elle a réfléchi au processus par lequel le langage courant, la pensée humaine, le texte et le récit d'un côté, et puis le code binaire, la computation et l'intelligence machinique de l'autre s'influencent, s'entremêlent, s'affectent mutuellement. C'est ce qu'elle appelle l'intermédiatisation qui fait que l'humain, je cite Hayes, s'informatise tout autant qu'il cherche à anthropomorphiser les artefacts informatiques. Et les analyses de Hayes sont loin de toute technophilie messianique. Hein. Elles invitent au contraire à prendre la mesure critique dans la lignée des software studies de tout ce que l'intermédiatisation comporte de dangers, de possibilités, de risques, de libération, de complexité, etc. Et à l'aide de ces analyses, on pourra faire l'hypothèse alors d'un continuum dynamique entre littérature humaine et littérature machinique. On pourra s'aviser que la question n'est pas de savoir ce qui distinguerait une littérature spécifiquement humaine d'une littérature déléguée à une machine de Turing. Cette question est vaine. La vraie question, c'est de comprendre ce que devient la littérature dès lors que l'écrivain, sauf à faire sécession du monde, est comme tout un chacun en relation
quotidienne avec les IA qui opèrent dans l'environnement numérique, un environnement qui informe sa subjectivité, comme la nôtre, même s'il ne recourt pas directement à l'IA dans son travail. Et quand Antoine Bello ou Philippe Vasset écrivent Ada ou exemplaires de démonstration, ils sont à leur manière des écrivains augmentés par les potentialités de l'IA qu'ils ont appris à connaître, qui les intéressent et qu'ils ont plus ou moins intériorisés. De même que nous sommes tous des êtres augmentés depuis plus longtemps par la machine à vapeur, l'appareil photo, la caméra, etc. La technique produite par l'homme produit l'homme en retour. C'est la notion de technogénèse. Et quand l'auteur utilise ou utilisera lui-même directement l'IA pour écrire, eh bien, il faut bien comprendre que la boucle de récursivité va se mettre en place de la même manière. Il n'y aura pas ou il n'y a pas succession irréversible d'opérations disjointes. Un, l'homme produisant le code qui, deux, à son tour, produirait l'œuvre, une œuvre qui serait alors détachée de l'auteur et le laisserait dans une situation d'irresponsabilité vis-à-vis d'elle, s'imposant à lui comme un fait accompli dans toute son étrangeté terrifiante. Au contraire, tout développeur retouche en permanence son programme en fonction des résultats produits jusqu'à satisfaction face à ces résultats qu'il peut alors finalement signer lui-même. Et la récursivité est ici comparable à ce qui se passe dans l'écriture traditionnelle, à savoir quand l'écrivain relit et corrige un premier jet qui, bien souvent, lui apparaîtra comme dicté par une entité tierce et plus ou moins opaque qui parle déjà avant lui, et puis quand il reprend ces corrections elles-mêmes pour les corriger à nouveau avec un regard neuf, comme de l'extérieur. Et cela de manière potentiellement illimitée. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait dire récemment à l'écrivain Aurélien Bélanger, et je terminerai par cette citation, quand j'écris, c'est comme si je domestiquais ma propre intelligence artificielle. Et peu importe qu'elle soit dans mon cerveau ou dans un serveur. L'essentiel, après tout, c'est que nous nous entendions bien. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt donc pour une discussion collective sur ces questions.